Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes maintenant plus d'une centaine de personnes de connectées. Nous allons commencer. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à ce nouveau forum patient organisé par Sclérodermie Québec. Encore une fois, merci beaucoup. Vous êtes nombreuses à avoir répondu à l'invitation lancée pour ce qui est maintenant la quatrième ou la cinquième édition des forums patients que nous organisons en formule webinaire. La thématique d'aujourd'hui, la scléromyosite qui survient quand l'inflammation atteint les muscles des patients sclérodermiques. Avant de commencer, je vous rappelle que le webinaire sera enregistré et qu'il sera donc possible pour vous de le réécouter. On vous demande aussi de conserver votre micro fermé tout au long de la présentation. Comme participante, vous avez accès au chat en cliquant sur l'icône au bas ou au haut de votre écran. Nous avons déjà quelques personnes qui ont posé leurs questions dans la section Q&A. C'est également possible pour vous de nous rejoindre via le chat si jamais vous avez un pépin technique ou une question qui n'est peut-être pas d'ordre général. D'ailleurs, pour toute question très spécifique à votre cas, il est toujours préférable de vous référer à votre équipe soignante qui sera plus en mesure de vous éclairer. Une période d'échange sera bien sûr réservée à la fin de présentation de nos conférencières qui sont aujourd'hui Dr. Océane Landon-Cardinal, rhumatologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, également professeur au département de médecine du même établissement universitaire, et Madame Danielle Bouliane, qui est atteinte de sclérodermie, qui a accepté de livrer un témoignage sur son expérience patient avec la myosite. Sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Océane Landon-Cardinal. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation aujourd'hui de venir discuter un petit peu de la scléromyosite, donc les atteintes musculaires qu'on retrouve chez les patients qui ont la sclérodermie. Je vais vous partager mon écran. J'espère que vous voyez bien la présentation. Sans plus tarder, j'ai été déjà présentée, mais je voulais peut-être juste vous préciser un petit peu mon parcours, comment j'ai été amenée à m'intéresser aux scléromyosites. Donc, j'ai fait ma formation universitaire à l'Université de Montréal. Puis j'ai eu la chance de partir par la suite me former spécifiquement dans les atteintes inflammatoires musculaires en France à l'hôpital de la Petite-Salpêtrière. Et depuis mon retour en pratique au centre hospitalier de l'Université de Montréal, dans le fond, on a dédié une clinique spécialisée pour les patients qui sont atteints de myosite au CHUM. Et on s'est particulièrement intéressé dans le cadre de la recherche aux patients qui ont des atteintes inflammatoires musculaires en association avec la sclérodermie. Donc, la sclérodermie, un petit rappel général, donc c'est une maladie qui est assez complexe, qui va être caractérisée par des anomalies du fonctionnement des petits vaisseaux sanguins. Donc, les patients vont souvent venir avec des manifestations qu'on appelle vasculaires, avec bien souvent un phénomène de Raynaud. En tout début de maladie, on va en discuter par la suite. Il y a également des anomalies du système immunitaire qui vont ultimement amener de l'inflammation et de la fibrose dans différents organes, donc de façon plus visible au niveau de la peau, mais également au niveau des organes internes, donc à l'intérieur du corps de façon moins visible. Et donc, les patients qui sont atteints de sclérodermie vont rapporter assez souvent de la faiblesse dans les manifestations dont ils sont atteints. Et il y a beaucoup de choses dans la sclérodermie qui peut influencer cette perception ou ce sentiment de faiblesse que les patients vont avoir. Donc, l'atteinte au niveau de la peau, si elle est très extensive, peut y contribuer. Si les patients ont des contractures au niveau des articulations, certaines atteintes spécifiques de la sclérodermie au niveau du cœur et des poumons. Le déconditionnement aussi peut influencer grandement la faiblesse qui est ressentie et aussi des problèmes d'anémie
donc des globules rouges qui sont abaissés. Les patients vont avoir de la fatigue, de la faiblesse qui peut être associée avec ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut évaluer pour essayer de comprendre et mieux préciser l'origine de la faiblesse chez nos patients. Et quand la faiblesse va être due à une inflammation des muscles, qu'on appelle donc une myosite, à ce moment-là, des fois, ça peut justement pas nécessairement faire partie des organes qui vont être considérés d'emblée chez les médecins qui évaluent les patients qui ont la sclérodermie. Donc, ça peut facilement être manqué, être attribué à d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête quand on évalue un patient qui a la sclérodermie et qui mentionne avoir de la faiblesse. Et donc, quand l'inflammation, donc ça, c'est tous les petits points qui sont retrouvés ici dans l'image, c'est des cellules d'inflammation qu'on va retrouver dans des biopsies de muscles de patients qui ont des myosites. Donc, quand l'inflammation atteint les muscles, chez les patients sclérodermiques, on appelle ça de manière générale une scléromyosite. Et les symptômes qui vont être, dans le fond, suggestifs d'une scléromyosite, c'est vraiment la faiblesse musculaire. Donc, c'est pas nécessairement la fatigue, c'est pas la douleur dans les muscles, c'est vraiment le fait de manquer de force dans les muscles. Et ça a une distribution un peu particulière parce que les muscles qui vont être atteints vont être principalement les muscles au niveau des épaules et des hanches. Et donc, les patients vont nous rapporter de la faiblesse particulièrement pour attraper des objets en hauteur, donc soulever les bras pour soulever des objets en hauteur. Ils vont avoir de la difficulté à monter les marches. Donc, le fait de relever, de faire une flexion de la hanche, donc de lever la cuisse, en fait, va être de plus en plus difficile. Et aussi de se relever d'une chaise. Donc, tout ce qui va mobiliser, surtout les hanches, va être plus difficile. On peut avoir aussi des fois des atteintes des muscles qui vont permettre d'avaler. Donc, on peut avoir des impressions de blocage ou de difficulté à avaler certains aliments. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on va aller questionner et rechercher. Le phénomène de la sclérodermie qui est très fortement lié chez les patients qui ont des scléromyosites, donc c'est le phénomène de Raynaud. Donc, le Raynaud est une manifestation très fréquente dans la sclérodermie. C'est souvent le premier symptôme qui peut être présent des années avant l'apparition des autres manifestations de la sclérodermie. Ça peut aussi être retrouvé chez des gens qui n'ont pas nécessairement la sclérodermie ou dans d'autres types de maladies auto-immunes. Donc, le Raynaud est très lié à la sclérodermie, mais peut être retrouvé aussi dans d'autres maladies et pas nécessairement en association avec la sclérodermie. Donc, ça, c'est un travail d'évaluation qui nous permettra un petit peu de départager les deux. Et les patients, en fait, vont venir avec donc une décoloration du bout des doigts qui peut prendre différentes couleurs. On peut avoir un aspect plutôt blanc qui peut par la suite devenir bleu et éventuellement plutôt rouge. Et les gens vont pas nécessairement avoir toutes les phases de décoloration au niveau de la peau. Et comme c'est un problème, en fait, de circulation au niveau des extrémités, bien, il y a certains éléments, particulièrement l'exposition au froid, qui peut accentuer les symptômes de Raynaud durant la période hivernale. Et donc, les patients qui ont des atteintes musculaires de la sclérodermie vont avoir bien souvent un phénomène de Raynaud qui va être retrouvé au questionnaire des patients. Donc, toutes les manifestations de la sclérodermie peuvent être retrouvées chez les patients qui ont des atteintes musculaires de type sclérodermique. Par contre, il y a des patients qui ont l'atteinte musculaire qui n'auront pas nécessairement l'atteinte cutanée classique de la sclérodermie, surtout en début de maladie. Et donc, ça, c'est un point qui est très important parce qu'il y a dans la tête des médecins qui vont évaluer des patients pour rechercher une possibilité de sclérodermie, bien, ils vont penser bien souvent à l'atteinte classique de la peau. La peau va être plus épaisse au niveau des mains, plus ou moins de façon plus étendue au niveau de la peau des bras, du tronc. Et en fait, il y a des patients qui vont avoir une atteinte musculaire de type sclérodermique sans nécessairement avoir l'atteinte cutanée ou la développer plus tard dans un second temps. Et donc, ce qu'on pense, c'est que ça fait peut-être en sorte qu'il y a des patients qui vont avoir un peu un retard diagnostique pour reconnaître que la tête musculaire est en lien avec une sclérodermie débutante. On peut avoir des manifestations articulaires aussi qui vont être retrouvées sous forme de douleur dans les articulations ou de gonflement articulaire. Le plus souvent, ça va être des atteintes au niveau des petites articulations des mains.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à aller questionner, qui peut soit précéder ou suivre l'apparition de l'atteinte musculaire. On va également aller chercher des atteintes au niveau cardiaque et pulmonaire. En particulier, les muscles respiratoires peuvent aussi être atteints dans des formes plus sévères d'atteinte inflammatoire musculaire. Donc, les patients peuvent décrire des essoufflements, en fait, en association avec des inflammations des muscles respiratoires. On peut aussi avoir des inflammations et de la fibrose au niveau du poumon directement. Donc ça peut engendrer aussi des essoufflements, des éléments de toux un peu chroniques qui peuvent ressortir au questionnaire chez les patients. Et on peut avoir aussi, dans des formes plus sévères, des inflammations au niveau du muscle cardiaque. Et ce que ça peut faire, donc l'inflammation au niveau du muscle, ça peut faire en sorte qu'on peut avoir un muscle qui est plus faible. Et en étant plus faible, on peut avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc, le cœur est une pompe et quand la pompe est défaillante, en fait, on peut avoir d'accumuler de l'eau dans les jambes, avoir de l'œdème au niveau des jambes, des essoufflements qui sont accentués par de l'eau qui peut s'accumuler au niveau des poumons. Et on peut aussi avoir des problèmes d'arythmie cardiaque. Donc, c'est comme un circuit électrique. Et quand il y a de l'inflammation, ça peut créer des courts-circuits et faire en sorte que le cœur a des battements qui sont anormaux, qui peuvent être ressentis ou pas par les patients. Donc, comment faire le diagnostic? Donc, on va faire un questionnaire donc détaillé, un examen physique et on va aller essayer de mieux préciser la faiblesse qui va être apportée par les patients et de tester la force dans le bureau lors de l'évaluation chez le médecin pour voir si on détecte de la faiblesse quand on fait résister les patients avec de la force musculaire qu'on dit maximale. On va aller examiner pour aller chercher donc des signes cutanés de sclérodermie au niveau de l'épaississement de la peau, au niveau des mains en particulier, mais aussi on va regarder au bord des ongles pour voir si on peut voir des vaisseaux qui sont un petit peu trop visibles et qui peuvent être des signes qu'on peut retrouver aussi chez les patients qui ont la sclérodermie. On va faire une évaluation du cœur et des poumons pour voir si on trouve des éléments en examinant qui laisseraient penser qu'il y a une inflammation au niveau du cœur et des poumons. Et on va aller examiner les articulations à la recherche de douleurs et de gonflements. Pour les analyses de laboratoire, donc il y a des enzymes musculaires qu'on peut doser dans les prises de sang. Il y a différentes sortes d'enzymes, donc il y en a plusieurs qu'on peut aller tester. Celles qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques pour le muscle, ça va être les créatines kinases, donc les CK qui peuvent être dosées très facilement là, dans les prises de sang de routine. Elles peuvent être augmentées quand on a une problématique musculaire, mais c'est pas des marqueurs qui sont spécifiques pour la myosite. Donc, ça peut être augmenté parce que on a fait de l'exercice juste avant, donc c'est approprié d'augmenter ces enzymes musculaires après un effort soutenu. On peut avoir des enzymes musculaires qui sont augmentées parce qu'on prend certains médicaments qui peuvent augmenter les enzymes musculaires. Ça peut aussi être associé à certains types de problèmes hormonaux. Donc, il faut toujours interpréter ces anomalies de prise de sang à la lumière des symptômes qui sont rapportés par les patients et aussi de regarder un petit peu les autres choses qui peuvent influencer les résultats de prise de sang. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à vouloir investiguer davantage, à creuser davantage la piste musculaire. Il y a aussi des anticorps qu'on peut doser. Donc, ça, dans le contexte des évaluations pour des maladies auto-immunes, c'est très utile pour les médecins pour pouvoir préciser un petit peu les diagnostics et anticiper un petit peu la suite des choses. En fait, on a tous un système immunitaire pour se défendre contre les infections. Donc, c'est approprié de développer des anticorps quand on fait une infection, un rhume, une grippe. Par contre, le corps, parfois, s'active, en fait, le système immunitaire s'active de façon inappropriée ou anormale, excessive, et produit des anticorps qui peuvent se retourner contre nous. C'est un peu le principe des maladies auto-immunes. Et en fait, ça peut être des marqueurs de justement une réaction auto-immune chez les patients qui sont atteints de sclérodermie ou d'autres types de maladies auto-immunes qu'on va évaluer en rhumatologie ou en médecine interne. Et donc, le dosage de ces anticorps dans le sang nous permet d'essayer de préciser un petit peu le diagnostic. Il y a certains types d'anticorps de sclérodermie qui peuvent être plus ou moins liés
avec le risque d'avoir une atteinte musculaire associée. Et donc, ça nous permet aussi d'anticiper le risque d'avoir certains types d'organes qui peuvent être atteints dans un second temps et de faire des dépistages appropriés pour aller les détecter de façon précoce pour essayer justement de ne pas attendre nécessairement que les patients aient des symptômes avant de pouvoir les identifier, éventuellement considérer un traitement pour éviter qu'il y ait une progression de ces atteintes d'organes. Et également, ça peut aussi nous être utile pour essayer d'anticiper est-ce que certains patients vont répondre mieux à certains types de traitements en fonction des marqueurs qu'on peut retrouver au niveau des dosages des anticorps dans les prises de sang. Malheureusement, ce n'est pas tous les patients qui vont avoir des atteintes musculaires associées à la sclérodermie qui auront des anticorps détectables. Et donc, c'est très utile quand on les trouve, mais ce n'est pas toujours retrouvé chez tous les patients. Ce qui peut être utile pour essayer de préciser un petit peu est-ce qu'il y a une atteinte musculaire chez le patient qui présente de la faiblesse, c'est d'aller faire des tests complémentaires au niveau des muscles. Et donc, ce qui peut être fait, c'est faire ce qu'on appelle un électromyogramme. C'est en général des neurologues qui vont faire ces examens-là. Et en fait, on pose des électrodes sur les muscles. Puis en fait, le neurologue va aller faire des stimulations musculaires pour voir s'il y a des activités anormales dans les muscles, s'il y a de l'irritation dans les muscles. Et c'est aussi utile pour préciser un petit peu différents types d'atteintes musculaires qui peuvent être d'origine inflammatoire ou pas. Et aussi, en fait, le muscle est un peu en fait, la connexion entre le cerveau et le muscle passe par un nerf. Donc, cet examen-là aussi va regarder s'il y a des anomalies dans les nerfs. Donc, ça amène des informations aussi dans les autres diagnostics qui peuvent influencer des faiblesses. Donc, c'est assez utile pour justement évaluer la myosite, mais aussi regarder les autres diagnostics qui peuvent être considérés chez un patient qui présente de la faiblesse. Par la suite, il y a aussi des examens d'imagerie qu'on peut faire en radiologie, notamment la résonance magnétique. Donc ça, c'est une technique d'examen qui va permettre de détecter l'inflammation au niveau des muscles. Donc, je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une coupe, en fait, où on a un muscle de cuisse qui est vu, en fait, si on regarde par les pieds vers la tête du patient. Et donc, tout ce qui apparaît en blanc, en fait, c'est des zones d'inflammation dans les muscles des cuisses. Et la résonance magnétique nous permet aussi, au-delà de l'inflammation, d'aller regarder est-ce qu'il y a des dommages dans les muscles. Donc, si les muscles sont agressés par une maladie d'inflammation, on peut avoir des fibres musculaires qui sont moins développées. Donc, il y a de l'atrophie, donc des fibres de plus petit calibre qui vont être retrouvées. Donc, l'élément d'atrophie musculaire va être utile pour essayer de se faire une idée est-ce qu'il y a déjà des dommages. Et dans des formes plus avancées, plus sévères, on peut avoir même des zones de muscles qui vont être tellement endommagées qu'il va y avoir un remplacement par du tissu graisseux, donc de la graisse qui va être retrouvée à la place du muscle. Un autre examen qui est très utile pour nous, c'est la capillaroscopie. Donc, comme je vous disais que les symptômes au niveau des vaisseaux, donc le phénomène de Raynaud était très, très, très lié à la sclérodermie, à la scléromyosite, mais on peut aller examiner les petits vaisseaux au bord des ongles. Et ça, c'est un examen qui est très utile pour aller justement regarder, pour voir si on a des vaisseaux qui sont anormaux. Et ça, c'est un exemple où on voit des vaisseaux qui sont, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais toutes les petites anses qui sont en rouge, en fait, c'est des petits vaisseaux, c'est des capillaires qu'on retrouve au bord des ongles et qui peuvent être plus gros, dilatés en début de maladie. Et en fait, il peut y avoir différentes phases en fait d'évolution de ces petits vaisseaux et en fait différentes anomalies qui peuvent être retrouvées, même précisées, en fait, dans quel stade d'évolution de la maladie est-ce qu'on arrive plus tardivement ou on est plutôt dans une phase plus précoce. Donc, c'est des examens qui sont très utiles pour nous. Pour faire le diagnostic ultimement d'une atteinte inflammatoire musculaire, c'est la biopsie musculaire qui va nous permettre de porter le diagnostic. Et donc, on prend un morceau en fait de muscle. Le plus souvent, ça va être au niveau soit des épaules, donc sur la face latérale des épaules dans les muscles deltoïdes ou au niveau de la cuisse dans les muscles du quadriceps. Et ça va être fait sous anesthésie locale
par un chirurgien. Il y a certains neurologues aussi qui font ces interventions-là. Puis après, le morceau va être envoyé au laboratoire pour être analysé au microscope par un pathologiste. Et donc, les difficultés qu'on a, en fait, pour faire un diagnostic précoce de scléromyosite, c'est que des fois, en fait, comme je vous disais en début de présentation, il y a certains patients qui vont se présenter avec l'atteinte musculaire sans avoir nécessairement l'atteinte de la peau scléreuse classique de la sclérodermie. Il y a certains patients qui n'ont pas les marqueurs, les anticorps de sclérodermie qu'on connaît ou qu'on peut doser actuellement. Et donc, ça peut rendre le diagnostic un petit peu plus difficile. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, ben, c'est peut-être la biopsie musculaire qui nous permettrait justement d'aller faire un diagnostic précoce de scléromyosite chez les patients. Et donc, on s'est dit que c'était important d'aller trouver dans les biopsies des marqueurs qui étaient spécifiques de la scléromyosite pour pouvoir faire un diagnostic précoce. Et dans la littérature médicale, les gens qui s'intéressent qui font de la recherche sur les atteintes musculaires inflammatoires, sur les maladies auto-immunes, il n'y avait pas beaucoup d'études qui s'étaient en fait penchées sur les biopsies musculaires des patients qui ont la scléromyosite. Et la sclérodermie, c'est une maladie qui est complexe, qui implique différents mécanismes d'inflammation, de l'auto-immunité, de la fibrose. Mais l'atteinte vasculaire, donc des vaisseaux, c'est quand même une atteinte qui est assez dominante dans cette maladie-là. Donc, on s'est demandé si finalement, est-ce qu'on pouvait aller chercher dans les biopsies un marqueur spécifique dans les vaisseaux qui permettrait d'améliorer l'identification précoce des patients. Et donc, avec le support important de Sclérodermie Québec pour nos travaux de recherche, on a pu faire une revue, en fait, de toutes les biopsies musculaires qui avaient été faites dans l'évaluation clinique des patients qui avaient la scléromyosite dans la cohorte canadienne des myosites. Et en fait, regarder ces biopsies et les comparer à d'autres types de maladies musculaires inflammatoires pour voir si on trouvait des différences et des éléments qui étaient plus spécifiques à l'atteinte musculaire de type sclérodermique. Et en fait, ça, c'est juste une image pour vous montrer, en fait, dans un muscle, quand on regarde au microscope, une technique un peu particulière qui s'appelle la microscopie électronique, on peut aller regarder de façon très zoomé, très proche, les petits vaisseaux, en fait, les capillaires dans les muscles. Donc ça, c'est un petit vaisseau, un capillaire dans un muscle qui est entouré de 3 fibres ici. Et ça, c'est un capillaire qui est normal. Et en fait, ce qu'on voyait chez les patients qui avaient la scléromyosite, c'était des petits vaisseaux, donc des capillaires qui étaient très anormaux. Donc, vous voyez ici, en fait, il y a plein de fines couches qui, en fait, sont retrouvées comme en pleurs d'oignon et qui s'éloignent du centre du vaisseau, du capillaire. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la reduplication des membranes basales des capillaires. Et on voit aussi que le vaisseau, en fait, le centre du vaisseau est plus écrasé. Il y a moins d'espace aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des anomalies qu'on a retrouvées chez nos patients qui avaient la scléromyosite. Et en fait, plus c'était marqué, donc plus il y avait des couches comme ça qui se retrouvaient en pleurs d'oignon dans les petits vaisseaux de nos biopsies musculaires, et plus c'était diffus comme phénomène, donc plus de couches dans la majorité des vaisseaux qui étaient vus dans la biopsie, plus c'était spécifique pour la scléromyosite. En fait, on ne retrouvait pas ça chez nos autres types de biopsies qui sont dans d'autres types de maladies musculaires inflammatoires. Donc ça, c'était hautement spécifique de la scléromyosite. Et c'était retrouvé chez le 2/3 de nos biopsies. Et donc, on pense que ça a une grande importance sur le plan clinique quand on évalue les patients à la recherche d'une atteinte musculaire associée à la sclérodermie, parce que si on reconnaît précocement que l'atteinte musculaire est en lien avec une atteinte sclérodermique, bien, on va faire des dépistages d'un patient d'atteinte d'organes qu'on peut retrouver dans la sclérodermie. Donc, il y a des maladies musculaires inflammatoires qui vont seulement atteindre les muscles. Il y a d'autres maladies musculaires inflammatoires comme la scléromyosite qui peut être associée avec d'autres types d'atteintes d'organes, notamment des atteintes cardiaques et pulmonaires qui sont très importantes à dépister et à rechercher. Donc, reconnaître que le patient a une scléromyosite précocement, s'il n'y a pas nécessairement les autres stigmates classiques de la sclérodermie, est utile pour pouvoir faire un dépistage et une surveillance appropriée
chez nos patients. Et donc, la suite, c'est de savoir comment est-ce qu'on traite une scléromyosite. Donc, les maladies d'inflammation des muscles sont traitées avec des corticostéroïdes, donc de la cortisone, en général à haute dose pour essayer de calmer l'inflammation dans le muscle. Puis, on va proposer des traitements immunosuppresseurs qui vont souvent être utiles pour pouvoir prendre le relais de la cortisone par la suite. Et donc, ces traitements-là vont permettre de réguler le système immunitaire qui est trop activé et essayer de bloquer l'inflammation dans les muscles. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que l'utilisation des doses élevées de cortisone, c'est rare, mais ça peut être associé à un risque augmenté de développer une complication qu'on appelle une crise rénale sclérodermique. Donc, c'est une complication qui est rare, mais qui peut être sévère chez les patients qui ont la sclérodermie. Et ce qu'on peut voir, c'est que les patients, en fait, ont une diminution très aiguë de la circulation de sang au niveau des reins. Et ça peut amener à une perte de fonction, donc de l'insuffisance rénale. Puis les reins, c'est un peu le filtre du système. Donc, si les reins fonctionnent pas bien, il y a des déchets qui vont s'accumuler. Donc, c'est quelque chose qui peut être très problématique. Et la prise de cortisone, on sait qu'il y a une association entre l'exposition de la cortisone à haute dose avec un risque accru de développer ce problème de crise rénale sclérodermique. Et donc, ça va être quelque chose qu'on va prendre en considération parce qu'on sait qu'il y a certains profils de patients, en particulier avec l'aide des anticorps, qui peut nous mettre des patients qui sont plus à risque et d'autres moins à risque de développer cette atteinte-là et tout. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qu'il faut surveiller. Et donc, dans les traitements, on pense souvent aux traitements médicamenteux, mais il y a aussi d'autres traitements qui sont très importants et qui vont vraiment améliorer le pronostic, le bien-être et la récupération des patients. Et ça, c'est dans le contexte des évaluations musculaires, c'est la rééducation musculaire. Idéalement, en physiothérapie, c'est extrêmement important et c'est parfois un peu négligé dans la prise en charge de nos patients. En fait, c'est des maladies qui sont des maladies auto-immunes. Donc, le système immunitaire s'attaque aux muscles, mais c'est pas des maladies génétiques. Donc, le corps a tout ce qu'il faut pour refaire et reconstituer de la force musculaire. Donc, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est que quand la maladie musculaire est très active, on va commencer les traitements de cortisone et d'immunosuppresseurs. Et à ce moment-là, et tout le temps que la maladie réponde au traitement, que le patient se sente mieux, que les traitements soient tolérés, on va recommander un programme d'exercice qui va être plus léger. Mais une fois que l'inflammation va être maîtrisée, ça va vraiment être le bon moment pour essayer d'intensifier l'entraînement musculaire et de permettre la récupération et de compenser en fait de reconstituer la force musculaire qui a été altérée par la maladie, de récupérer de l'endurance qui va prendre du temps. Donc, il faut être patient. Ça peut prendre, c'est vraiment un processus qui peut prendre plusieurs mois et le plus tôt on s'y intéresse et on met les structures en place pour aider le patient à faire une rééducation active, le mieux en fait et le potentiel de récupérer au niveau de sa force musculaire. Voilà. Et donc, j'espère que cette présentation-là vous a permis de mieux vous familiariser avec la scléromyosite, qui est une manifestation musculaire spécifique de la sclérodermie. Elle peut être la première manifestation de la maladie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, là, à savoir comme information. Et la faiblesse chez nos patients sclérodermiques peut être influencée par différentes choses. C'est vraiment multifactoriel. Donc, ça, c'est un petit peu le point du début de la présentation. Donc, il faut vraiment aller évaluer pour aller essayer de préciser d'où est l'origine de la faiblesse. Est-ce qu'elle est d'origine musculaire ou d'autres origines, ou des fois, c'est différentes choses en même temps qui peuvent influencer. Donc, il faut aller intervenir à ces sur des différents aspects pour essayer d'améliorer la situation pour le patient. L'identification des anomalies vasculaires que je vous ai montré à la biopsie musculaire est très utile pour nous pour aller faire un diagnostic précoce de scléromyosite. Et donc, je remercie en particulier Sclérodermie Québec qui nous a appuyés là, pour ses travaux de recherche sur la scléromyosite et qui nous appuie encore dans la suite des travaux qu'on fait sur cette thématique. Je remercie les patients qui participent aux cohortes de recherche, en particulier la cohorte canadienne des myosites.
Et donc, ça, c'est des cohortes de recherche où, dans le fond, il n'y a pas d'examen supplémentaire qui est fait pour la recherche. En fait, on fait juste, on a une autorisation, les patients nous permettent d'avoir accès aux résultats de leur examen qui ont été faits en pratique clinique par les médecins qui les suivent. Et donc, les biopsies musculaires, une fois qu'elles sont faites pour faire le diagnostic, bien, il y a encore des tissus qui sont disponibles. Et donc, ça nous a permis, grâce aux patients qui nous ont donné l'autorisation, de pouvoir les utiliser pour essayer de mieux comprendre les mécanismes et d'améliorer nos connaissances pour mieux suivre et mieux prendre en charge nos patients. Et je remercie donc tous les collaborateurs de recherche avec qui je travaille, là, qui nous permettent de faire avancer les travaux sur la scléromyosite. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on va pouvoir répondre le mieux possible à vos questionnements sur la scléromyosite aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Landon-Cardinal, pour cette présentation qui était très chargée d'informations. On va prendre vos questions tout de suite après le témoignage de Danielle qui est atteinte là, de sclérodermie depuis quelque temps, puis qui vient vous partager là, son expérience. Oui, alors bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de faire ce témoignage-là aujourd'hui. En fait, moi, j'ai reçu un diagnostic de sclérodermie en 2015. J'ai eu un diagnostic très, très, très rapide, ce qui n'est pas habituel. Après avoir consulté mon médecin de famille en janvier, qui a constaté de visu qu'il y avait certaines de l'édème, après avoir parlé de douleurs musculaires, de douleurs articulaires. Elle m'a référé à un interniste et en mars, j'ai reçu rapidement mon diagnostic. Par la suite, pour ma part, les premiers symptômes n'étaient pas liés nécessairement à la myosite. C'était plus des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, l'édème des mains aussi beaucoup, maladie de Raynaud. Alors, par la suite, dans les mois qui ont suivi, semaines et mois qui ont suivi, j'ai dû passer plusieurs examens pour connaître la nature, le type de sclérodermie que j'avais, qui était la sclérose systémique diffuse, et connaître aussi les atteintes aux différents organes pour avoir un bon bilan, pour voir qu'est-ce qu'il en était. Donc, au début, ce n'est pas la faiblesse que j'ai remarquée ni que j'ai mentionné à mes médecins. Et j'avais remarqué, par contre, que j'avais de la difficulté dans les marches d'escalier et aussi à me relever d'un siège. Sauf que je les attribuais à la douleur. Je me disais, ça me fait mal, donc j'ai pas envie de me lever, puis il faut se forcer. Par la suite, peut-être l'année suivante, j'ai commencé les traitements, les douleurs se sont atténuées un peu, et c'est là que j'ai commencé à faire des constats par rapport à la faiblesse musculaire. La première mention que j'en ai fait à ma rhumato, on a eu une certaine hésitation parce qu'en prenant des statines, on a souvent des douleurs musculaires. Mais elle a demandé des examens spécifiques pour la myosite et les résultats ont été que oui, effectivement, j'avais un marqueur. Par la suite, j'ai été traitée avec différents immunosuppresseurs, dont du Rituxan en perfusion. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien au niveau de la douleur musculaire et articulaire, mais la faiblesse demeure bien sûr. Là, ça n'intervient pas à ce niveau-là. Et je vous dirais que la faiblesse musculaire est une des choses qui affecte le plus mon quotidien, avec bien sûr les autres symptômes. Et chaque année, je fais des constats qu'il y a une progression. Et mes constats, je les fais à partir d'activités quotidiennes habituelles, mais c'est surtout l'été que je fais mes constats parce que c'est là où on a le plus d'activités physiques. Alors, mes premiers constats, je vais vous donner des exemples. La première fois que j'ai réalisé que j'arrivais vraiment pas à faire quelque chose, j'avais un kayak. Et je me suis rendu compte au début de l'été que j'arrivais plus à le soulever et encore moins même à le monter sur le toit de la voiture, même avec de l'aide. Et en même temps, ensuite, je me suis rendu compte que j'arrivais pas. C'était difficile de m'installer dans le kayak, encore plus difficile d'en sortir et que j'avais pas la force de ramer s'il y avait du vent, par exemple. Ça a été la première année, je dirais, qui m'a donné un choc sur ce qui se passait. Par la suite, à chaque année, je me suis rendu compte aussi
que lorsque je jardinais, si je m'agenouillais ou que je m'assoyais par terre, j'en suis arrivée à ne plus être capable de me relever sans aide. Fait que j'ai acheté de l'équipement qui me permettait de m'appuyer pour me relever. J'ai réalisé aussi qu'il y avait des accessoires de jardin, des gros coussins, des choses comme ça, que d'une année à l'autre, l'année précédente, j'arrivais à le prendre sur une tablette en hauteur et à le porter. L'année suivante, j'y arrivais plus du tout. Et chaque année, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, c'est des objets de moins en moins lourds qui me causent difficulté, jusqu'à aller chercher des assiettes sur une tablette qui est un peu haute. Alors, et j'ai aussi, bien sûr, la difficulté dans les marches, les montées et les descendre. Ça, je me sens pas très forte pour le faire. Alors, je vous dirais que j'ai dû, à la suite de ça, abandonner, bien sûr, certaines activités qui étaient devenues tellement difficiles, voire impossibles, que je ne voyais pas une possibilité d'adapter la situation. J'ai dû adapter d'autres situations. J'ai dû m'adapter, moi, et adapter aussi mon environnement à ces limitations-là. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui comprend, qui constate et qui même anticipe ce que je n'arriverai pas à faire et qui m'aide beaucoup, qui me soutient beaucoup là-dedans. Alors, en conclusion, je dirais que moi, je me suis adaptée. J'ai compris que la situation n'ira pas en s'améliorant. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Au début, je n'aimais pas ça, mais je me suis habituée à demander. Je mets beaucoup l'accent sur les activités que je suis capable de faire. Et finalement, même si ça influe sur mon quotidien, je dirais que ça n'a pas assombri ma vie tant que ça. À part certains incidents, comme l'été dernier, j'ai voulu faire du vélo. Quand j'ai arrêté mon vélo, il s'est mal penché, j'ai voulu le retenir avec mon pied, j'ai pas eu la force. Donc, j'ai fait une chute. Donc, chaque année, j'apprends à reconnaître les limites qui se sont installées pendant l'année. Et c'est comme ça que j'arrive à vivre avec ce symptôme-là qui est un peu invalidant, mais on s'adapte. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour ce témoignage qui met un peu en exemple là, ce qui nous est présenté. C'est super. Merci beaucoup. Donc, on est maintenant à l'étape de la période des questions. Je vais ajouter. Voilà. Donc, nous avons reçu de nombreuses questions, à la fois avant la présentation et puis après. Je vais donc alterner, là, vous êtes déjà là, plusieurs à utiliser le Q&A. Je vais alterner des questions qu'on a reçues en amont, puis également des questions là, qu'on a reçues pendant la présentation. Certaines des questions que nous avons reçues avant les présentations ont été adressées pendant la présentation. Donc, celles-ci, ça se peut que vous ne les entendiez pas parce que, dans le fond, on les considère déjà traitées. Il y a d'autres questions que nous avons reçues qui ne traitent pas spécifiquement de la scléromyosite. Donc, elles ne seront pas traitées aujourd'hui. Par contre, si vous avez des besoins quelconques liés à la sclérodermie, des inquiétudes ou vous cherchez de l'aide, vous trouverez toujours un ami chez Sclérodermie Québec en écrivant à info@sclérodermie.ca. Donc, si jamais vous sentez besoin ou que vous ressentez que les questions peuvent être à adresser ou que vous aimeriez plus d'aide, mais n'hésitez pas à les rejoindre. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec les questions. Peut-être une plus facile. Puis des fois, ça se peut que les questions aient été répondues, mais je suis peut-être pas la personne qui comprend le mieux ces affaires-là. Fait que ça se peut là, que je fasse répéter docteur Landon Cardinal. Je suis désolé. Donc, une facile pour débuter. La scléromyosite est-elle évolutive? Je me doute de la réponse, mais...
Ben, en fait, merci beaucoup, Madame Bouliane, pour votre témoignage, parce que ça nous permet aussi là, de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie des patients. Il n'y a pas une scléromyosite, il y a des scléromyosites, donc il y a des différents parcours pour les patients qui peuvent arriver. Et donc, il y a certains patients qui peuvent avoir une maladie très agressive au début avec des symptômes qui sont très bruyants et qui après peuvent vraiment se stabiliser avec les traitements et ne pas être nécessairement amenés à se détériorer par la suite en cours de route là, d'année en année. Donc, il y a différents parcours qui sont possibles. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les médicaments vont traiter l'inflammation et l'agression du système immunitaire dans les muscles, mais ils ne font pas refaire du muscle. Et donc, un élément qu'on oublie aussi des fois, c'est vraiment d'insister sur, pour la suite des choses, de vraiment aller encourager les patients à faire de l'activité physique et se reconditionner. Idéalement, se faire même prendre en charge initialement par un physiothérapeute et par la suite avoir un programme régulier à la maison autant que possible qui puisse être instauré dans sa réalité de sa vie quotidienne là, parce que tout le monde est occupé, tout le monde a des choses à faire, donc c'est pas toujours facile de s'y tenir par la suite, mais c'est sûr que les gens qui sont capables d'intégrer ça vont mieux faire dans leur évolution au niveau de la force musculaire. C'est sûr que dans le contexte au Québec, c'est sûr qu'avec l'hiver qu'on a, c'est pas toujours facile de maintenir ça durant la période d'hiver où il fait froid, où on est plus à risque de faire des chutes, de tomber avec la glace. Donc, c'est sûr que il faut essayer autant que possible de pouvoir maintenir certaines choses quand même durant la période hivernale qui va durer plusieurs mois pour éviter, en fait, de juste pouvoir profiter de l'été pour pouvoir faire de l'exercice. Donc ça, c'est vraiment un message, je pense, qui est important là, de maintenir ça. Puis, il y a un côté, des fois aussi un petit peu, là, peut-être que je digresse un peu, mais je pense que c'est un message important, mais c'est au début, quand on a eu une maladie musculaire, c'est difficile de faire de l'exercice, puis c'est attendu et c'est normal, il faut pas se décourager parce que c'est un processus qui va prendre du temps, puis mieux vaut faire un programme réaliste par rapport à sa condition, puis ses limitations au niveau de la force, au niveau des douleurs. Il y a d'autres choses aussi. On peut avoir des problématiques de santé cardiovasculaire qui peuvent influencer aussi notre tolérance à faire de l'activité physique. Donc, c'est là que c'est important de vérifier avec son médecin, mais est-ce que j'ai des limitations particulières? Que le physiothérapeute puisse être informé aussi de ces limitations-là, puis d'avoir un programme adapté à soi. Et à ce moment-là, de mieux vaut faire régulièrement une activité physique régulière, mais de courte durée, mais progressivement de pouvoir justement, en la faisant de façon répétée, augmenter sa performance, augmenter son endurance, la durée ou l'intensité des exercices qu'on fait. Donc, il faut être réaliste et avoir des attentes progressive sur nos capacités. C'est pas du jour au lendemain où ça va s'améliorer au niveau de la force musculaire et je pense que les gens qui sont capables justement de maintenir comme ça un programme d'exercice régulier, franchement, on voit des belles évolutions là, au fil des mois par la suite dans leur suivi. C'est toujours très gratifiant pour les patients là, et pour leurs médecins aussi d'entendre des gens qui nous parlent d'amélioration sur le plan de la fonction, qui reprennent des activités, tout ça. Donc, c'est des choses là, qu'on peut espérer avoir en ayant justement un programme de rééducation là, soutenu dans le temps chez les patients qui ont des maladies musculaires auto-immunes. Super. Donc, merci. Ça répond par le biais. Vous avez répondu là, à quelques questions même que nous avions reçues précédemment. Donc, par rapport là, à l'activité physique que l'on doit faire, quel mode de vie aliment prendre. Est-ce que il y a certains médicaments, aliments ou activités qui devraient être éviter. Donc, on a parlé des activités, peut-être plus par rapport à ce qu'il y a des aliments qui font des différences, des médicaments qui sont à éviter. Mais il n'y a pas dans le contexte des myosites de médicaments ou d'aliments à éviter. On sait que dans d'autres, là, je parle de la scléromyosite, mais dans d'autres types de myosites, on sait qu'il y a certaines expositions à des médicaments ou des aliments qui peuvent même déclencher certains types de myosites. Donc, ça c'est pas applicable nécessairement au contexte de la scléromyosite. Après, paradoxalement, puis ça, c'est un point important, c'est que la cortisone à haute dose ça va calmer l'inflammation, mais
ça peut aussi paradoxalement affaiblir le muscle. C'est pour ça que pour nous, c'est un traitement qu'on va donner au début parce que c'est très efficace, très rapide son effet, mais c'est un médicament qu'on va vouloir par la suite diminuer le plus rapidement possible et essayer de l'arrêter chez nos patients pour éviter que les gens développent trop d'effets secondaires de ces traitements-là et permettre justement un relais vers d'autres traitements immunosuppresseurs qui vont être mieux tolérés chez les patients que la cortisone à des doses plus élevées. Et donc, c'est sûr que la cortisone, on va vouloir la diminuer et même l'arrêter parce que ça peut contribuer paradoxalement à affaiblir les muscles si on la maintient trop longtemps. Après, c'est sûr que pour le côté alimentaire, il n'y a pas actuellement de diète spécifique qui est recommandée pour les patients qui ont une myosite. Par contre, dans le contexte des maladies inflammatoires, en général, l'arthrite, les maladies inflammatoires intestinales, il y a des nutritionnistes qui se sont intéressés beaucoup à l'alimentation dans ce contexte-là et aussi à la lumière des données de la littérature qui a été étudiée pour essayer justement d'aider nos patients. Et il y a des ressources qui existent qui peuvent aider à permettre de guider un petit peu nos patients sur quels choix alimentaires ils peuvent faire en fonction de la maladie qu'ils ont et aussi de leurs autres problèmes de santé, parce qu'on peut être atteint de myosite ou de sclérodermie, mais on peut aussi avoir un diabète, on peut aussi avoir de l'ostéoporose, on peut aussi avoir d'autres conditions qui font que c'est important d'intégrer cette dimension-là dans les choix alimentaires qu'on fait. Il y a différentes ressources qui existent. Je sais que moi, j'ai plusieurs patients qui sont très ravis d'une des ressources qui s'appelle c'est SOS Cuisine. C'est une ressource faite au Québec par des nutritionnistes du Québec. C'est en association aussi avec un programme là, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et donc, il y a toutes sortes de recettes là, qui sont proposées pour faire des choix intelligents au niveau alimentaire. Puis, il y a aussi l'option de pouvoir signaler certains types de maladies inflammatoires, d'autres problèmes de santé, le diabète, l'ostéoporose, qui permet justement de cibler un petit peu des menus qui sont plus adaptés à notre situation à nous. Donc, ça, je pense que c'est des ressources qui sont utiles. Puis, je pense que les principes aussi des recommandations pour les maladies inflammatoires en général sont aussi applicables à la myosite. Donc, à défaut d'avoir une diète spécifique pour la myosite, je pense qu'on peut au moins se renseigner sur les diètes qui sont recommandées là, pour l'arthrite ou les autres maladies qui sont mentionnées sur ces ressources-là. Donc, merci beaucoup. Autre question. Est-ce que la scléromyosite peut provoquer ou accentuer l'anémie? Alors, l'anémie, c'est vraiment une problématique du sang, c'est pas une problématique du muscle. Donc, c'est pas quelque chose qui va être lié directement avec la scléromyosite. Donc, c'est pas, on peut avoir de façon combinée des problématiques d'anémie parce que on a souvent, c'est des problématiques qui peuvent être en lien avec des segments au niveau digestif. Donc, on peut avoir, puis c'est pas toujours des segments qui sont très bruyants, là, ça peut être des petits segments à bas bruit que les gens ont très peu de symptômes, mais que finalement, on fait une prise de sang, puis on se rend compte que les gens ont de l'anémie. Puis ça peut certainement le contribuer là, de façon significative à de la fatigue importante, à un sentiment de faiblesse quand on veut vouloir faire ses activités. Mais c'est pas directement lié avec l'inflammation au niveau musculaire, mais c'est quelque chose qu'il faut adresser pour pouvoir améliorer globalement le taux d'énergie, l'énergie et le regain, la vigueur là, chez nos patients. Excellent. L'inflammation du muscle est-elle la conséquence des anomalies de petits vaisseaux? Est-ce dû à l'effet des auto-anticorps de la sclérodermie? C'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes quand on a fait nos travaux sur la scléromyosite. C'est finalement, en fait, j'ai pas pu vous montrer là, tout ce qu'on a trouvé dans notre travail. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à aller lire les références, je pense qu'elles sont disponibles là, sur le site de Sclérodermie Québec, mais il y a pas juste une scléromyosite au même titre qu'il n'y a pas juste une sclérodermie. Les patients, ils n'ont pas toujours la même présentation, la même façon d'évoluer. Donc, c'est ça la scléromyosite, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents types d'atteintes au niveau des muscles qui peuvent être retrouvés. Il y en a qui vont être plus inflammatoires, d'autres qui vont être moins inflammatoires. Puis il y en a on voit qu'il y a des mécanismes d'activité anormale du système immunitaire dans le muscle, sans nécessairement qu'il y ait beaucoup d'inflammation en termes de cellules d'inflammation. Il y a des formes qui sont un peu plus qu'on va appeler fibrosantes, donc c'est plus l'élément de fibrose qui va être retrouvé. Par contre, peu importe le type d'atteinte
dont je viens de parler, l'atteinte des vaisseaux, ça, elle est reproductible entre chaque. Donc, c'est pour ça que nous, on la trouve très utile parce que celle-ci, elle semble être assez spécifique pour la scléromyosite. Par contre, on ne sait pas si elle a un rôle directement à jouer dans l'atteinte des muscles ou si c'est un marqueur de cette maladie-là, mais qu'elle n'a pas de rôle à jouer. Donc, c'est pas encore bien répondu. Par contre, c'est sûr que moi, je cherche une raison. Si je vois beaucoup d'anomalies des vaisseaux dans la biopsie musculaire et que le patient n'a pas de médicaments ou pour traiter l'atteinte des vaisseaux, ben, je vais essayer de trouver une motivation pour pouvoir justifier de lui proposer éventuellement un traitement pour adresser l'atteinte des vaisseaux aussi, parce que à défaut de savoir si elle a directement un rôle à jouer, bien, si ça peut les aider, mais je pense que quand c'est des traitements qui sont à peu de risque d'effets secondaires, s'ils sont bien tolérés, bien, ça pourrait potentiellement aussi aider les patients. Donc, souvent, ces traitements-là vont être des traitements qui, de toute façon, vont pouvoir aider aussi le phénomène de Raynaud. Donc, il y a aussi d'autres bénéfices à aller chercher là, par ailleurs. Donc, c'est des choses qui peuvent être considérées, mais c'est sûr qu'on ne sait pas nécessairement si c'est un marqueur de la maladie ou si elle a un rôle à jouer directement dans ce qui se passe dans les fibres musculaires. Merci beaucoup. On a une réponse très complète et puis je suis toujours surpris par l'érudition de notre public sur certains Des très bonnes questions. les enjeux, c'est des fois très précis. Une un peu plus générale, mais je crois quand même importante. Quand on vit avec la scléromyosite, quels sont les éléments importants à surveiller et à partager à notre médecin concernant l'évolution de notre condition de santé? Quels sont les signes d'aggravation de ma condition et quand devrais-je vous contacter ou contacter mon médecin pour obtenir de l'aide? Enfin, existe-t-il des outils pour la documenter? C'est une grosse question comme plusieurs parties. Peut-être commencer par la première qui me vient à l'esprit. Si jamais vous avez besoin d'un rappel, ben, n'hésitez pas à la faire appel à moi. Donc, c'est sûr que moi, je parle du principe que quand les patients sont suivis pour une maladie auto-immune, ça peut toucher plein d'organes. Donc, moi, ce que je dis à mes patients, c'est venez avec votre liste de symptômes, puis on va regarder pour voir si ce que vous me décrivez, est-ce que on pense que ça peut avoir un lien ou pas avec la maladie pour laquelle on vous suit. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question à poser. Dans le doute, posez la question. J'ai remarqué telle chose, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec ma sclérodermie? Puis à ce moment-là, le médecin qui vous suit pourra vous aiguiller un petit peu pour voir si on pense que c'est lié ou s'il faut aller se référer à d'autres médecins qui peuvent suivre le patient aussi si on pense que c'est moins lié. Donc ça, c'est en partant, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise question à adresser. Puis dans le doute, mieux vaut la poser sa question. Comme ça, au moins, on ne négligera pas un symptôme qui peut avoir un lien avec une manifestation de sa sclérodermie. Ensuite, pour spécifiquement l'atteinte des muscles, donc c'est sûr que il faut être attentif, donc d'aller s'écouter pour voir s'il y a une détérioration au niveau de la force musculaire. Donc, notamment ce que Mme Bouliane décrivait, donc si on a tout à coup, alors que les choses étaient considérées stabilisées, une redétérioration de la force, nouvellement une difficulté à se relever d'une chaise, de monter les escaliers, d'attraper des objets en hauteur, mais ça, c'est des choses qu'il va falloir mentionner. Si on a de la difficulté à avaler, si on s'étouffe quand on mange, si on fait des fausses routes en avalant certains aliments, mais ça, c'est des choses effectivement qui peuvent mettre la puce à l'oreille, qu'il y a quelque chose qui se passe dans les muscles. Après, comme on disait, ben, il y a les muscles des membres, il y a les muscles pour avaler, mais il y a aussi les muscles respiratoires, puis il y a le muscle cardiaque aussi. Donc, s'il y avait des symptômes d'essoufflement nouveau, s'il y avait des sensations que le cœur bat de façon anormale, s'emballe ou manque des coups. Et ça, c'est des choses aussi qui pourraient avoir un lien avec une inflammation au niveau du muscle cardiaque. Donc ça, il faut certainement là, le mentionner. Souvent, c'est proportionnel dans le sens que quand on a une atteinte musculaire des extrémités, on peut avoir dans des formes plus sévères une atteinte qui peut aller jusqu'à l'atteinte des muscles pour avaler. C'est rare qu'on va avoir une atteinte juste des muscles pour avaler sans avoir l'atteinte des muscles en périphérie. Donc, c'est sûr que c'est comme un spectre, en fait, de sévérité de l'atteinte musculaire qui peut aller jusqu'à des formes plus sévères où on a de la difficulté à avaler. Et donc, les atteintes plus sévères au niveau de la déglutition, les atteintes musculaires respiratoires, les atteintes cardiaques, souvent sont
sont plus rares et souvent vont être associées à des formes plus sévères qui vont déjà être très bruyantes sur les symptômes de faiblesse au niveau des bras et au niveau des cuisses. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même fort heureusement la minorité de nos patients qui vont avoir ces atteintes musculaires plus sévères. Et le plus souvent, ça va être plutôt des atteintes qui vont être limitées au niveau des muscles des épaules et des cuisses. Je profite justement là, du fait qu'on est dans le musculaire pour poser la question suivante. Est-ce que les crampes, cuisses, chevilles peuvent être des symptômes de la scléromyosite? C'est pas des symptômes spécifiques, les crampes musculaires. L'élément de douleur, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que la douleur est quelque chose qu'on peut retrouver dans la scléromyosite? Je dirais que le symptôme qui est le plus spécifique, c'est vraiment la faiblesse dans les muscles. Quand c'est juste de la douleur, c'est rarement une scléromyosite qui a vraiment l'élément de faiblesse qu'on doit retrouver. Par contre, ça peut arriver dans certaines formes de scléromyosite qu'en plus de la faiblesse, on peut avoir certains éléments de douleur qui vont être retrouvés. Mais la douleur isolée, c'est pas habituellement un mode de présentation là, qui est retrouvé chez les scléromyosites. Excellent. Une autre, peut-on souffrir de myosite sans souffrir de sclérodermie? Oui, certainement. Donc, en fait, il y a probablement plusieurs réponses à cette question-là. Donc, la scléromyosite, donc c'est la maladie musculaire qui va être spécifique dans le spectre de la sclérodermie, mais il y a d'autres maladies musculaires inflammatoires qui sont pas liées du tout à la sclérodermie. Donc, ça, il y a toutes sortes d'autres maladies qui peuvent être retrouvées, qu'on va évaluer, que c'est utile de faire la distinction parce que il y a des atteintes musculaires qui vont être strictement musculaires. Donc, les patients vont avoir des atteintes musculaires isolées. Ils n'auront pas d'autres manifestations au niveau des vaisseaux, au niveau des articulations, au niveau des poumons. Donc, de faire la part des choses, de différencier ces myosites-là va être très utile pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut aller rechercher comme atteinte, quel type de suivi on a proposé aux patients, quelle sorte de traitement est-ce qu'on devrait considérer. Donc, ça, c'est oui, certainement, on peut avoir d'autres familles de myosites. Puis après aussi, c'est qu'il y a certains types de scléromyosites qui peuvent, dans le fond, se présenter avec un phénomène de Raynaud, une atteinte musculaire inflammatoire et qui n'auront pas nécessairement toutes les autres manifestations classiques de la sclérodermie, notamment l'atteinte cutanée avec l'épaississement au niveau de la peau. Donc, c'est pas tous ces patients-là qui vont avoir développé ces atteintes-là, qui sont les atteintes qui sont plus classiques dans la tête, en tout cas des médecins quand on pense à la sclérodermie. Donc, c'est pour ça que le travail qu'on fait, c'est essayer aussi d'élargir un petit peu l'horizon des médecins qui évaluent les manifestations de la sclérodermie parce que c'est pas toujours la sclérodermie classique comme dans les livres, comme on a appris à l'université, qu'on va retrouver chez nos patients qui ont des atteintes musculaires. Il faut être un petit peu plus large dans ces horizons pour essayer justement de la reconnaître et de l'identifier, de la traiter, de la suivre de la bonne manière. Excellent. Donc, prochaine question, ça l'arrête pas. Je crois que on va en avoir là, jusqu'à 30. En tout cas, je suis pas inquiet. Merci beaucoup aux participants, participantes pour vos questions. Elles sont nombreuses et très pertinentes. Donc, j'en ai une ici. Le témoignage de Madame Bouliane est très éclairant pour moi. Je croyais que c'était mon âge. Y a-t-il un autre traitement que méthotrexate? Je prends déjà l'hydrochloroquine. Ce sont de longs mots. J'espère que je ne les ai pas trop massacrés, que vous avez bien compris la question. Tout à fait. C'est ça. En fait, il faut toujours faire la part des choses sur où est-ce qu'on en est dans l'évolution de la maladie parce que il y a différentes choses qui peuvent influencer là, sa force musculaire. Donc, oui, jusqu'à un certain point, progressivement avec le temps, on perd un petit peu de capital musculaire avec l'âge, mais je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne mette pas tout sur le dos de l'âge. Je trouve que c'est pas une bonne manière d'aider les gens. Là. C'est de vraiment s'assurer, est-ce que
il y a des anomalies au niveau hormonal qui peuvent influencer les muscles. Il y a plein de choses qui peuvent influencer, comme Mme Bouliane mentionnait, il y a certains types de médicaments qui peuvent être irritants pour les muscles. Donc, bien que ça influence pas directement la scléromyosite, mais ça peut faire en sorte qu'on peut avoir des douleurs dans les muscles. Les statines, qui sont des médicaments qu'on donne pour le traitement du cholestérol, qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça, ça peut faire des symptômes au niveau des muscles qui seront pas de type d'inflammation. C'est pas de la scléromyosite, mais ça peut faire en sorte qu'on a des douleurs, qu'on peut éventuellement développer certains types de faiblesses aussi. Donc, il faut vraiment intégrer les symptômes de nos patients à la lumière est-ce qu'on a vérifié la liste des médicaments, est-ce qu'on a regardé, est-ce qu'il y a des débalancements hormonaux, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent influencer, puis essayer le plus possible de traiter tout ce qu'on peut traiter, puis à ce moment-là, d'adresser aussi la composante de déconditionnement qui est un influenceur majeur de la faiblesse résiduelle chez les gens, puis si elle n'est pas adressée, on ne pourra pas, les médicaments ne traiteront pas, ne referont pas faire du muscle. Donc ça, c'est vraiment... s'il y a quelque chose à ressortir de cette présentation-là, c'est qu'il n'y a pas de danger à faire de la rééducation musculaire. Au contraire, puis malheureusement, des fois, j'ai l'impression que calquer sur de la littérature peut-être un peu plus ancienne ou des recommandations qui sont peut-être moins à jour, puis aussi basées aussi sur plus des maladies qui sont différentes, donc des maladies génétiques, il y a certains physiothérapeutes qui ont la notion qu'il ne faut pas faire trop d'exercices, ça peut empirer la force musculaire. Alors ça, c'est pas du tout applicable dans les myosites. Il n'y a absolument aucune contre-indication à faire de l'activité physique. Il faut évidemment se faire accompagner pour avoir un programme qui a du bon sens par rapport à sa situation, puis aussi prendre en compte, est-ce que la personne a d'autres problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes de restrictions pulmonaires qui font qu'il faut faire un programme qui est adapté pour prendre en compte ces autres problématiques-là. Donc, il n'y a pas de limitation sur le plan musculaire à faire de l'exercice, ça, c'est très important. Après, c'est sûr que c'est des maladies rares, donc c'est pas tout le monde qui est habitué ou qui est à l'aise de savoir quoi faire, comment prendre en charge ces maladies d'inflammation des muscles. On a essayé, en fait, quand je suis rentrée de ma formation postdoctorale en France, en fait, je suis allée cogner à la porte des physiothérapeutes de mon établissement pour essayer de les sensibiliser à la cause de nos patients qui ont ces maladies-là un peu particulières, mais qui sont à haut potentiel de récupération si on les accompagne puis on les aide. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur un physiothérapeute extraordinaire qui s'appelle Stéphane Fournier, qui s'est un peu dédié, qui s'est vraiment investi là, pour la prise en charge de nos patients avec myosite. Donc, lui, il est habitué, il sait comment évaluer les patients, il s'est vraiment renseigné sur tout ce qui avait été décrit dans la littérature pour justement savoir un peu comment est-ce que je peux évaluer les patients, comment est-ce que je peux les aider. Puis en plus, lui, il a il y a un accès à certaines mesures très précises de force. Donc, c'est pas juste... Tu sais, quand on vient au bureau puis que le médecin vous fait résister, là, vous dit levez les bras, on va essayer de résister la force, ça donne une information, mais c'est une information qui est très imparfaite. Si c'est pas la même personne de fois en fois qui vous fait la force non plus, ça peut influencer l'interprétation des résultats. Si ça adonne que la nuit d'avant, on a une mauvaise nuit, c'est sûr qu'on peut être un petit peu moins fort à participer à cet examen-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. Et donc, mon collègue Stéphane, lui, fait des mesures de force beaucoup plus précises avec des capteurs. On a une mesure en kilogrammes très précise. C'est reproductible, c'est fait de la même manière à chaque fois. Donc, le patient peut vraiment savoir où est-ce qu'il en est dans son évolution. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, je m'aide beaucoup de l'expertise de mes collègues physiothérapeutes pour essayer d'évaluer et de savoir où est-ce qu'on en est dans l'évolution de la maladie. Pour pouvoir m'aider aussi, parce que ça, c'est leur expertise et ils sont beaucoup plus connaissants que moi sur la rééducation musculaire. Puis, on a donné récemment, il y a quelques mois, une conférence pour les physiothérapeutes du Québec pour essayer de sensibiliser les gens en pratique communautaire pour savoir que ça existe. Puis, dans le fond, à défaut de peut-être, c'est sûr qu'après une présentation, on ne peut pas non plus intégrer toutes ces informations-là, mais au moins savoir que, dans le fond, Stéphane est disponible aussi pour les physiothérapeutes en communauté. Là, il est très généreux aussi de son temps pour former des physiothérapeutes dans d'autres milieux hospitaliers pour évaluer les patients et après donner un plan de traitement si les gens viennent de loin puis ont besoin d'avoir un point d'ancrage plus proche de chez eux avec un physiothérapeute, mais au moins qu'ils sachent un petit peu mieux, basé sur une évaluation de quelqu'un qui est très habitué, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon patient? Donc, c'est des choses là, qui peuvent être faites là, pour pouvoir aider nos patients là, au niveau de la rééducation musculaire. Là, je sais qu'il y avait un bout de la question que je n'ai pas adressé, mais
sans parler spécifiquement des détails des traitements, parce que c'est sûr que c'est vraiment du cas par cas et c'est difficile de se prononcer de manière générale. Mais oui, il n'y a pas juste du méthotrexate qui peut aider les atteintes musculaires inflammatoires. Donc, il y a d'autres types de traitements qui peuvent être discutés là, si jamais on présente un échec ou si on considère que le méthotrexate n'est pas suffisant. Donc, ça, c'est des choses là, qui peuvent être discutées avec le médecin parce qu'il n'y a pas seulement un traitement immunosuppresseur, il y a des traitements immunosuppresseurs qui peuvent être considérés, proposés selon la situation spécifique là, de chaque patient. Excellent. Je vais comme faire un melting pot de questions qu'on a reçues. Donc, tout à l'heure, Daniel, vous présentiez votre perte graduelle de force auquel vous rendiez compte. Est-ce que vous faites un programme de physio également en parallèle? En fait, d'habitude, non. Mais après ma chute en vélo l'été dernier, j'ai eu la chance d'être suivie en physiothérapie pendant 3 mois. Et la personne qui me suivait, je lui ai expliqué au départ les symptômes que j'avais. Et le physiothérapeute a pris des mesures à chaque semaine de la force de mes mains, de mes bras. Et j'ai pu constater qu'après 3 mois, j'avais vraiment progressé. J'avais plus de force. Avant ça, j'avais l'impression que je pouvais pas faire grand-chose parce que j'étais pas assez forte pour faire quelque chose. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un déconditionnement à un moment donné qui se fait si on fait pas les efforts. Moi, je m'obligeais à aller marcher plus longtemps que ce que j'aimerais le faire d'habitude parce que ça me demande un gros effort. Par contre, je faisais pas d'exercice avec des poids, des exercices de musculation. Maintenant, ben, j'ai des petits poids d'une livre. Je m'exercerai pas avec des 10 livres, là, mais j'ai des élastiques aussi, ce qui fait que j'ai pris un peu de résistance puis un petit peu de force, effectivement. Ça me fait réaliser que je pouvais faire quelque chose. Donc, en complémentaire, docteur Landon-Cardinal, comment est-ce qu'on peut aider peut-être nos participantes à comprendre la relation entre la progression de la maladie, la diminution, la progression de la force? Donc, est-ce que, par exemple, plus la maladie progresse ou comme plus on avance une fois qu'on a le diagnostic, on doit assumer que ça va être une perte graduelle ou est-ce que, au contraire, c'est comme quel est l'impact, dans le fond, là, des programmes de physio par rapport à la force une fois qu'on les prend? On voit avec Daniel, dans le fond, là, qu'il y a un certain regain qu'il peut avoir, mais peut-être un petit peu plus sur le lien entre les deux, sur qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher ou maintenir une fois avec un programme, par exemple. En fait, c'est ça. Je pense que, comme je disais, il y a pas une, il y a des scléromyosites. Donc, on sait qu'il y a certaines formes de myosites qui vont plus répondre et d'autres un peu moins au traitement immunosuppresseur. Donc, la biopsie aussi, elle est informative pour porter le diagnostic, mais aussi essayer un petit peu d'anticiper, peut-être qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme réponse attendue au traitement. Mais c'est quand même la majorité des maladies inflammatoires des muscles vont répondre au traitement immunosuppresseur. Et donc, il faut s'assurer qu'on a mis en rémission l'inflammation dans les muscles ou l'activation auto-immune dans les muscles avec les médicaments. Et à ce moment-là, pour essayer de bloquer la progression de la maladie. Une fois qu'on a fait ça, c'est sûr que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment la rééducation va permettre d'essayer de compenser la force musculaire qui a été altérée, là, qui a été abîmée là, par la maladie, essayer de remonter la pente pour récupérer de la force, de l'endurance à l'effort. Puis ça, ça arrive des fois qu'on malheureusement, les patients ne se sont pas fait informer par rapport à ça. Puis, finalement, on les voit, on se dit, la maladie, on regarde différents paramètres, les prises de sang, qu'on évalue la force, les examens d'imagerie des muscles. Puis on se dit, la maladie, elle est bien traitée avec les médicaments, mais le patient dit, je suis mieux, mais je suis pas revenu à ce que j'étais avant. J'ai pas la force que j'avais avant. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup des fois, puis même des fois, on teste la force, puis on se dit, ça n'a pas l'air si mal que ça. Finalement, il est capable de résister quand je pousse contre lui et tout, il y a une bonne force. Mais tu sais, c'est une évaluation très imparfaite de ce qu'on fait au bureau. Puis, tu sais, il y a toute la dimension d'endurance à l'effort qui n'est pas évaluable comme ça facilement au bureau. Donc, moi, il faut entendre ça, puis il faut vraiment renseigner les patients que cette composante-là, elle peut certainement s'améliorer
avec la rééducation musculaire. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est une maladie musculaire inflammatoire. On ne s'attend pas, à moins que la maladie soit pas bien contrôlée, à ce qu'il y ait une détérioration nécessairement d'année en année. Il peut y avoir certaines formes plus rares qui sont moins répondeuses aux traitements immunosuppresseurs, mais c'est pas des maladies dégénératives où on s'attendrait d'emblée à ce que ça se détériore. Par contre, à un certain point, les médicaments, l'effet, on va plafonner au niveau de ce qu'on peut s'attendre des médicaments. Et là, ce qu'il faut aller faire, effectivement, c'est d'avoir pensé à instaurer ou même à distance. C'est sûr que le potentiel de récupération est le plus important si on a mis ces deux mesures-là en même temps dans le plan de traitement de notre patient. Mais même un patient qui arrive des années après son diagnostic de myosite, qui a été traité ou qui est encore en traitement, puis qui me dit « j'ai encore de la faiblesse, j'arrive pas à faire ce que je faisais avant », on peut s'attendre à une amélioration là, en instaurant là, un programme de rééducation. Donc, je pense que ça vaut toujours la peine de s'y intéresser, même si c'est pas un diagnostic qui est récent. Et c'est ça, et comme Mme Bouliane dit, ben c'est ça, d'instaurer des choses à la maison qu'on peut faire dans notre réalité à la maison. Il y a des gens qui ont la chance d'être équipés ou de pouvoir s'équiper d'un vélo stationnaire, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire qui vont faire des mouvements de flexion, extension du genou. Donc, ça fait travailler les cuisses, ça fait travailler les muscles qui sont atteints par les myosites. Donc, ça, c'est des choses que les gens peuvent faire en hiver à la maison dans un cadre sécurisant là, qui les met pas à risque là, de glisser ou de chuter. Donc, il y a des choses qui peuvent être mis en place, des exercices au sol avec un petit tapis, des poids, des choses qu'on peut faire là, chez soi, des mouvements avec une chaise, là, de relever assis, des répétitions, des choses qu'on peut faire quand même là, dans sa maison sans avoir nécessairement des équipements très, très, très élaborés. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut justement essayer de mettre en place là, pour avoir un programme qui est idéalement soutenu. À chaque semaine, on a son temps dédié. C'est un temps pour nous. Là, ça prend du temps, il faut être patient. Mais quand on est capable de l'instaurer puis de le mettre en place, puis qu'une fois qu'on l'a senti, qu'on y a goûté, qu'on a senti qu'on se sentait mieux, c'est un motivateur incroyable pour essayer d'encourager après ça à maintenir ça dans le temps. Mais il faut être un petit peu patient au début. Des fois, c'est un peu décourageant de faire de l'exercice quand on n'en a jamais fait. C'est pas facile là, quand on est sédentaire d'instaurer ça. Puis faut être réaliste, puis il faut s'écouter, puis il faut respecter ses limitations. Puis à un moment donné, à force de le faire, puis de se structurer, de se dire, bon, ben dans mon horaire, je me mets un planning, ça c'est mon 15 minutes au début, mais c'est mon 15 minutes pour mon programme d'exercice, je le fais. S'il faut, on se distrait avec autre chose, on se met un programme à la radio, on se met une série à la télévision, quelque chose qui fait que c'est moins pénible de se dire, mais je fais quelque chose, puis je trouve ça difficile, puis des fois, je trouve ça plat, puis tout ça, mais au moins de se motiver ou de se dire, bon, mais je m'inscris à une activité avec un ami, comme ça, c'est motivant d'y aller avec quelqu'un aussi, puis quelque chose qui est réaliste qu'on peut faire avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement la même maladie que nous. Fait il y a différents moyens, là, puis je sais qu'il y a des gens aussi, puis j'ai vu des questions à ce sujet-là qui sont intéressés aussi, des fois, aux appareils connectés, pour avoir un petit peu de feedback sur ce qu'ils font. Donc, c'est des choses, effectivement, des podomètres, des compteurs de pas. Il y a des accéléromètres aussi qui existent qui permettent de faire une évaluation là, globale de l'activité physique qu'on fait en une semaine. Bien, des fois, il y a des gens qui, eux, ça peut les intéresser d'avoir accès à certains de ces paramètres-là pour au moins avoir une idée d'une semaine à l'autre, de mois en mois, ils évoluent vers quoi. On peut pas dire que s'il y a une détérioration, c'est 100% dû nécessairement à l'inflammation qui revient. Mais si, par contre, ça va pas dans le bon sens, bien là, on va reprendre. Là, pourquoi ça va pas dans le bon sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient s'ajouter? Est-ce qu'il y a des circonstances qui viennent faire en sorte que tout à coup, on fait moins d'activité physique? Donc, c'est quand même des éléments qui sont utiles pour pouvoir s'aider à savoir où on en est, puis aussi avoir... c'est très motivateur aussi, en fait. Là, on avait fait une étude quand j'étais en France où on avait mis des accéléromètres de mouvement à nos patients qui avaient des myosites. Puis dans le fond, on essayait de comparer ça avec les mesures de force qu'on fait au bureau là, en pratique clinique courante. Puis en fait, un effet que j'avais pas anticipé chez mes patients que j'ai suivis comme ça avec des accéléromètres, c'est qu'il y avait un effet hyper motivant. Puis en fait, c'est bien décrit en psychologie, là, ça s'appelle l'effet Hawthorne, je pense que c'est le nom du psychologue qui a décrit ça, mais c'est quand on est observé, en fait, ça a un effet hyper motivateur. Donc, le fait de savoir qu'il y avait une mesure qui était faite au niveau du poignet à la maison chez nos patients, mais finalement, ils étaient motivés à vouloir performer mieux la fois d'après puis d'avoir un meilleur score avec leur mesure. Donc, pour la personne aussi, ça peut avoir un effet motivant qui est intéressant aussi, là, qui n'a aucun effet secondaire, c'est que du positif. Donc, ça, je
ceux qui sont intéressés, je les encourage à essayer de s'aider là, avec ça. Là, j'ai parlé, j'ai perdu un peu le fil de la question, là, mais je pense que j'ai répondu à une partie au moins. Non, mais je pense que vous y avez quand même bien répondu là, avec complément. Mais peut-être j'aimerais entendre, Daniel, vous, c'est quoi le motivateur, votre motivateur le plus fort? Est-ce que c'est la musique, les amis, accélérateur? Avez-vous essayé Non, pas vraiment, c'est la discipline. la bonne C'est, vieille c'est, discipline? c'est entrer dans mes habitudes. J'en réserve une période de temps où on fait pas autre chose. On fait ça. Et la musique, non, pas nécessairement. Puis en fait, je dirais que un des motivateurs, c'est d'être capable de continuer à faire des activités, de garder plus de capacité pour faire des choses que j'aime, là. Mm. Super. La massothérapie, est-ce que ça peut aider aux douleurs? Est-ce que au contraire, il faut faire attention? Il n'y a pas de risque pour moi de faire de la massothérapie. Donc, si quelqu'un veut essayer, là, ça n'aurait peut-être pas d'effet sur la maladie, l'inflammation ou une maladie auto-immune des muscles, mais s'il y a une composante de douleur musculaire qui est présente, puis que quelqu'un peut avoir accès à ce type de soins-là, puis ça lui fait du bien, il n'y a pas de danger, là. Donc, moi, je pense que c'est un outil qu'on peut certainement utiliser là, si ça nous procure du bien-être, là. Parfait. Puis on a eu quelques questions par rapport à l'évolution là, de la maladie. Donc, certains nous partagent, je le sais, tu sais, je sens déjà une perte de force comme dans mes bras. Est-ce que je dois m'attendre à ce que ça descende jusque dans mes jambes éventuellement ou c'est comme ça va rester? Est-ce que ça peut être juste un endroit très précis ou est-ce que ça finit là, par être diffus là, à travers le corps? C'est un peu particulier, les myosites. On ne sait pas bien pourquoi, mais ça veut atteindre certains muscles plus que d'autres. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important pour nous d'essayer de différencier, c'est laquelle sorte des myosites, parce qu'il y a certains types de myosites qui vont toucher certains muscles, puis d'autres moins, mais en général, dans les myosites, ce qui est le plus atteint, ça va être les muscles des épaules et des cuisses. Donc, c'est pas habituel. En fait, c'est vraiment ces groupes musculaires-là qui vont être atteints de façon dominante. Après ça, plus rarement, mais c'est vraiment pas fréquent, là, il y a des gens qui ont moins de chance puis qui ont des formes aussi qui peuvent atteindre le muscle qu'on appelle plus disto, là, donc des fois certaines atteintes au niveau des mains, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. La très, très, très grande majorité des patients, c'est les muscles des épaules puis les muscles des hanches, des cuisses. Puis c'est rare c'est pas habituel d'avoir juste les épaules et de pas avoir les cuisses. Ça se peut qu'on le ressente moins, ça se peut que dans nos symptômes, c'est plus révélé par une limitation au niveau des épaules ou au niveau des cuisses, mais en général, quand c'est présent, ça va être souvent présent aux deux endroits. Super, merci. Je regarde dans les questions. Est-ce que la faiblesse musculaire peut avoir comme impact le même d'aller comme conséquence là, de ne plus pouvoir conduire sa voiture, par exemple? Mais là, avec l'exemple de Daniel tout à l'heure pour le vélo, j'estime que peut-être dans certains cas. Je dirais que c'est sûr que c'est pas tous les patients qui vont se présenter comme ça, mais ça arrive des fois qu'on ait des patients qui viennent dans des formes très sévères, puis là, ils vont être éventuellement hospitalisés, puis évidemment, s'ils ont une atteinte très sévère au point de ne plus être capables de se relever de leur lit, puis sont hospitalisés, oui, ils vont pas être capables de conduire à ce moment-là, mais une fois que le traitement est instauré, puis que le suivi est rendu plus en externe et tout, c'est vraiment pas habituel qu'une personne soit pas capable de conduire parce que finalement, ce qu'on veut c'est la musculature, c'est relever la cheville, relever le pied, puis pouvoir appuyer au niveau du pied. Donc, c'est des groupes musculaires qui permettent de faire cette fonction-là, qui sont pas vraiment atteints dans les myosites inflammatoires. Donc, c'est sûr que je fais attention parce qu'il y a certains types de myosites qui sont pas la scléromyosite, qui sont plus rares, qui peuvent des fois, dans les formes très avancées, atteindre, mais d'une façon générale, c'est pas quelque chose qu'on s'attend qui arrive chez nos patients. Puis c'est pas ces muscles-là qui vont être impliqués, fort heureusement. C'est beaucoup. Je regarde. Attention, quiz, question très précise. Pas de marqueur
je vais en prendre une autre. Ça, c'était une question, je pense, pendant la présentation. Est-ce que la scléromyosite peut donner une dilatation du ventriculaire droit avec hypokinésie? C'est très précis. Donc, en fait, la réponse à cette question-là, c'est que, donc ça, j'imagine que la personne qui pose cette question-là est familier un petit peu plus là, avec en fait, c'est de l'échographie ou de la résonance magnétique cardiaque, la question qu'on nous pose. C'est quoi? C'était de l'hypokinésie Et dilatation du ventricule gauche, droit? Ouais, droit. Bien, les atteintes musculaires au niveau cardiaque peuvent être soit diffuses, soit peuvent être un petit peu patchy. Donc, on peut des fois avoir des atteintes qui peuvent être plus localisées parce que le cœur est en fait en deux parties. Il y a le côté gauche, le côté droit. Puis la localisation de l'atteinte cardiaque peut influencer le type de symptômes qu'on va avoir si elle atteint tout le cœur ou si c'est une partie plus que l'autre. Donc, oui, ça peut arriver qu'il peut y avoir une atteinte qui est préférentiellement du côté droit au niveau cardiaque, mais tu sais, c'est sûr que là, c'est difficile de commenter spécifiquement là, sur un dossier là, comme ça, mais oui, ça pourrait arriver. Puis l'hypokinésie, en fait, c'est juste un mot bien savant pour dire qu'il y a un endroit au niveau du muscle où ça contracte pas bien. Fait que dans le fond, c'est la mobilité au niveau de la contraction. Tu sais, c'est une grosse pompe, en fait, le cœur, ça contracte. Puis en fait, s'il y a une zone qui est malade pour toutes sortes de raisons. Ça peut être l'inflammation, ça peut être même la sclérodermie peut atteindre le muscle cardiaque en tant que tel sans passer par une myosite. On peut avoir des problèmes de circulation, les gens qui font de l'angine, qui ont des problèmes de vaisseau bouché. Fait que, tout ça fait en sorte qu'il y a une zone du cœur qui souffre. Puis quand la zone du cœur souffre, mais finalement, elle peut moins bien contracter. Puis ça, on peut le voir à des examens d'imagerie où on fait des imageries comme une échographie, où on voit le cœur contracter, puis là, en regardant dynamiquement ce qui se passe, on voit qu'il y a une zone qui contracte moins bien. Donc oui, ça peut secondairement causer de l'hypokinésie, des problèmes de myosite, mais pas seulement. Il y a plein d'autres choses qui peuvent influencer ça. Super, merci beaucoup. Donc, on arrive dans les dernières questions. Peut-être, on en a reçu quelques-unes. C'est quoi le lien entre la sclérodermie et la scléromyosite? Il y a un patient qui mentionnait, est-ce que la scléromyosite n'est pas un symptôme de la sclérodermie? Quand est-ce qu'on sait qu'on traite un et pas l'autre? Est-ce qu'on traite un et l'autre quand on le traite? C'est quoi le lien entre les deux? Je comprends tellement, là, c'est tellement confondant et tout, parce que en fait, le problème, je pense qu'il vient du fait que, historiquement, le muscle n'était pas considéré comme un muscle, comme un organe atteint en sclérodermie. Puis même, il y avait eu des critères, il y a des critères qui avaient été développés pour définir qu'est-ce que c'est une sclérodermie. Puis le muscle, si on avait une problématique musculaire, ben, en fait, ça écartait le diagnostic de sclérodermie. Fait que là, c'est progresser dans le concept de qu'est-ce que c'est une sclérodermie pour intégrer la manifestation musculaire comme une manifestation spécifique de la sclérodermie. Puis la sclérodermie, ben, il n'y a pas tous les patients qui ont la sclérodermie qui auront une atteinte musculaire, là, loin de là. Mais ceux qui ont une atteinte musculaire, ben, soit elle peut se développer après avoir un diagnostic de sclérodermie, comme chez Mme Bouliane. Mais il y a des patients qui n'ont pas encore tous les stigmates là, classiques de la sclérodermie, puis que leur première manifestation après le réno, ça va être l'atteinte musculaire. Puis ça, il faut quand même reconnaître que ça fait partie d'un parapluie de sclérodermie, parce que si on reconnaît que ça fait partie du spectre de la sclérodermie, on ne va pas juste s'intéresser aux muscles, on va s'intéresser à tous les organes qui peuvent être atteints en sclérodermie pour essayer de les dépister puis de les reconnaître tôt avant que les patients ils ont des symptômes, parce qu'on ne veut pas attendre que les gens aient des symptômes avant de les trouver, ces atteintes d'organes-là, parce qu'on pourrait potentiellement les traiter et éviter que ça progresse davantage puis que les gens aient après ça des symptômes puis un impact là, au niveau de leur fonction, de leur confort dans l'évolution de la maladie. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de faire du dépistage. Puis, il y a beaucoup de patients probablement qui écoutent aujourd'hui qui vont se reconnaître là-dedans, qui se font suivre parfois périodiquement avec des échographies du cœur, des tests au niveau des poumons pour surveiller des atteintes d'organes qui n'ont pas nécessairement, qui développeront peut-être jamais, mais qu'on veut être attentif à les dépister très tôt avant que ça cause des symptômes. Peut-être le temps pour une petite dernière. Est-ce que la scléromyosite peut se manifester par poussée ou est-ce que c'est tout le temps? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est le mode de présentation le plus souvent,
c'est plutôt aigu. Donc, c'est rarement des présentations chroniques au niveau de la présentation initiale. Là. Le plus souvent, bien, les patients vont développer sur une période de temps relativement courte, quelques semaines, 2-3 mois, progressivement une faiblesse qui s'installe au niveau des muscles. C'est assez bruyant, les attaques musculaires auto-immunes inflammatoires. Donc, il y a vraiment un changement là, de avant, après. Là, tout à coup, ça marche pas. Là, je montais les marches sans problème chez moi, puis là, j'arrive plus à le faire, c'est pas normal. Donc, c'est quand même assez bruyant. Il y a un petit groupe plus rare que ça peut être des formes un petit peu plus chroniques, lentement évolutives. Puis ça, c'est difficile parce que justement, il faut essayer de les reconnaître et d'aller les capter quand même pour pas justement que ça soit banalisé puis qu'après ça, finalement, on fait un diagnostic tardif. Mais la grande majorité va être plutôt plus aiguë dans sa présentation. En fait, pour le devenir par la suite, ben, il y a des gens qui vont avoir un épisode qui va être traité. Puis à un moment donné, avec le temps, on va être capable d'alléger potentiellement les traitements s'il n'y a pas d'autres organes qui justifient de maintenir les immunosuppresseurs. Puis ça peut arriver qu'il y ait eu un épisode, puis finalement, après ça, après quelques années, bien, les traitements sont progressivement arrêtés, là, ce qu'on appelle un sevrage. C'est sûr que si un patient vient avec une nouvelle présentation d'inflammation des muscles, on le traite, puis ça va mieux, puis 3 mois après, on arrête tous les traitements, ça va revenir. C'est trop tôt. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un traitement qui soit conduit pendant plusieurs mois, probablement quelques années. Puis après ça, bien, c'est un peu l'évolution qui nous le dira, mais on n'arrête jamais les traitements du jour au lendemain. Souvent, on les baisse progressivement, puis on voit ce qui se passe, on voit comment notre patient réagit. Puis s'il y a des patients qui vont rechuter, donc on voit qu'en baissant les traitements, bien, il y a des indices que c'est en train de revenir. Fait que là, on réaugmente, puis on se donne du recul pour voir si on peut réessayer plus tard de reprendre un sevrage progressif. Mais il y a des patients qui vont avoir un épisode, il y en a qui vont avoir un peu de fluctuation dans le temps au fil des années dans l'activité de la maladie musculaire. Puis il y a des formes qui vont avoir besoin d'un traitement plus chronique parce que si on baisse les traitements immunosuppresseurs, bien, la maladie revient. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous deux pour ben, votre partage puis votre présence. En tout cas, on était nombreux à profiter de vos réponses et de votre témoignage. Je crois que c'est l'un des plus courus forums patients qu'on a eu à date. Donc, ben, à tous nos participants, merci beaucoup merci pour votre écoute, pour vos questions. Elles sont nombreuses, elles sont souvent très érudites. Moi, je sais que j'apprends des nouveaux mots à chaque fois. J'en massacre quelques-uns lorsque je les exprime, mais je continue d'apprendre. Donc, merci à toutes, merci à tous. Puis enfin, ben, merci là, à nos panélistes, Daniel et Dr. Landon Cardinal encore. Il va y avoir d'autres forums patients là, au courant des prochains mois, donc n'hésitez pas là, à nous suivre. Puis enfin, mais vos questions étaient nombreuses. Il se peut qu'elles n'aient pas été répondues ou que vous ayez des questions qui sont pas rapport. On a eu des questions par rapport à l'accompagnement. Certaines personnes peuvent se sentir seules lorsqu'elles vivent avec la sclérodermie. Écrivez à info@sclérodermie.ca. Vous allez découvrir un réseau de bénévoles et d'entraide hors du commun. À travers le Québec, une équipe hors pair que nous avons la chance d'accompagner. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Également, si vous avez des propositions de thématiques ou d'autres questions, ils sont toujours très heureuses de vous entendre. Donc, merci à tous, merci à toutes, ce qui conclut notre webinaire aujourd'hui.